deceive and baffle the enemy, as well as to exercise the forces. There will be many false alarms, many feints, and many dress rehearsals. Au cours de l'opération Bodyguard, initiée par Churchill, on élabore des mises en scène sophistiquées pour empêcher Hitler de découvrir le lieu et la date du débarquement. En France, la résistance contribue à créer un réseau de renseignements fictifs pour tromper l'Allemagne. On laisse volontairement filtrer des secrets portant à croire que le débarquement va avoir lieu dans le Pas-de-Calais, voire en Norvège. Le service français de la BBC devient un lien de communication vital entre les deux rives de la Manche. Des instructions très importantes vous seront communiquées en temps utile sur ces ondes. Mais il ne sera pas toujours possible de vous délivrer ces instructions dans un moment convenu à l'avance. Vous devez donc prendre l'habitude de rester à l'écoute. Louis Lenné et Maquisard, membres de la résistance française en juin 1944. Nous avions une vieille radio qui nous tenait informés de la situation. Nous avons entendu le célèbre vers du poème de Paul Verlaine, « Les sanglots longs des violons de l'automne », nous indiquant qu'une attaque de grande envergure allait être déclenchée dans les prochains jours. En Grande-Bretagne, la tension monte pendant que la sécurité se renforce. Écoutons Lewis Brereton. On sent que le débarquement est en marche. Toutes les sorties ont été annulées à partir de minuit. Toute une partie de la côte anglaise face à l'Europe est fermée à tous les voyageurs en dehors des missions officielles. Les équipes du contre-espionnage s'activent à Londres et dans d'autres agglomérations pour prévenir tout manquement à la sécurité militaire. De l'autre côté de la Manche, les Allemands travaillent fébrilement au renforcement du mur de l'Atlantique. Chacun sait que le débarquement va arriver, mais bien peu savent quand. Les Alliés rassemblent leurs forces pour le débarquement. Churchill écrit dans un télégramme à Roosevelt. Si nous commettons de graves erreurs au cours de la campagne de 1944, nous risquons de donner à Hitler l'occasion d'un fulgurant retour en force. Cela prouve à quel point nous devrons faire montre de la plus grande prudence et de discernement. Mon cher ami, c'est bien la plus grande chose que nous ayons jamais tentée. Hello BBC, this is Godfrey Talbot reporting from Rome. Allied troops have occupied Rome, which was the fascist capital. And are these people here delighted? Juin 1944. Rome est libérée par les Alliés. Cette nouvelle est la bienvenue pour tous ceux qui attendent anxieusement en Angleterre. Le 4 juin, plus d'1 million d'hommes sont en marche dans tout le sud de l'Angleterre. La flotte de l'opération Overlord va appareiller pour les côtes de Normandie. L'attaque est imminente. Le capitaine Douglas Aitken est médecin militaire dans le 24e lancier. Il n'y a que 10 km d'ici au dock, mais notre allure est très lente. La police militaire américaine en jeep nous escorte tout au long du chemin. Nous empruntons des rues bien connues, et je dois dire que je porte plus d'intérêt qu'à l'ordinaire à ces derniers regards jetés sur l'Angleterre.
Je me prends parfois de folles pensées que je pourrais ne pas revenir, ou bien être parti pour un sacré bout de temps. Plusieurs centaines de correspondants de guerre du monde entier viennent s'ajouter à cette formidable armada d'hommes et d'équipements militaires qui attendent l'heure de l'assaut. Ernie Pyle en fait partie. Aucun d'entre nous ne savait ni où ni quand le débarquement devait avoir lieu. Certaines têtes brûlées essayaient de tirer toutes sortes de ficelles pour être aux premières loges au moment du débarquement. D'autres plus sensés gardaient le silence et laissaient les événements suivre leur cours. Capitaine Smith, commando numéro 4. On échangeait beaucoup plus d'adieux entre amis que ce qui se fait d'habitude. Je n'ai jamais aimé mon pays aussi sincèrement qu'à ce moment-là. C'était grisant, glorieux et déchirant. Le capitaine Alistair Bannerman. Le pont est bourré à craquer d'engins, de jeeps, de camions de transport de troupes, d'armes et de blindés. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je sais que je ne suis pas un héros. Je prie pour avoir du courage. Le plan d'invasion exige des hautes marées de pleine lune et une nuit claire. Mais le temps se gâte. Eisenhower repousse de 24 heures le départ des troupes des côtes anglaises. Un délai supplémentaire exclurait toute possibilité d'invasion pendant un mois. Le jour J pour le débarquement est donc fixé au 6 juin. Pour les troupes d'assaut alors entassées dans plus de 2000 navires, ce délai ajoute à la tension. Bob Koch, du 116e régiment d'infanterie. La météo semblait tellement déplorable que nous nous demandions si toute l'affaire n'allait pas être annulée. Nous faisions des parties de cartes, nous nous détendions autant que possible, nous pensions à nos familles et nous prions. Quelques-uns disaient qu'il n'y arriverait jamais. Je ne suis pas un froussard, mais j'avais peur. Ça y a pas de doute, j'étais mort de peur. « 5 juin, jour J-1. Après la longue attente au port, il faut maintenant traverser la Manche. Les plages de Normandie sont à près de 160 km des côtes de l'Angleterre. Lieutenant Sidney Beck. La grande décision a été prise. La flotte prend la mer malgré les bulletins météo les plus défavorables. En passant l'un à côté de l'autre, le capitaine Perry et le capitaine Hall ont échangé des signaux lumineux. Bonne chance. En doublant les Needles, nous avons senti la première houle de l'Atlantique. Là, nous savions que nous ne pouvions plus faire demi-tour. Le Solent était plein à craquer d'embarcations de toutes formes et de toutes tailles. Les hommes piaffaient d'impatience dans l'attente de la plus grande opération amphibie que le monde ait jamais connue. Le matelot de 2e classe Bill Cutler est à bord du Larks, bâtiment de Sa Majesté. Quelle tâche nous attend? Combien de pertes allons-nous subir? Et ils y vont tous en pleine connaissance de cause.
Nous ne faillirons pas. La flotte atteint son point de ralliement au milieu de la Manche. Devant l'état de la mer, Hitler est convaincu qu'une attaque est tout à fait improbable. De faux renseignements ont laissé filtrer que le débarquement aurait lieu n'importe où, sauf sur les côtes de Normandie, n'importe quand, mais pas le 6 juin. Rommel est parti fêter l'anniversaire de sa femme en Allemagne. Le commandant en chef, le général Eisenhower, donne l'ordre du jour. Vous êtes sur le point de vous embarquer pour la grande croisade, vers laquelle ont tendu tous nos efforts pendant de longs mois. Les yeux du monde sont fixés sur vous. Les espoirs, les prières de tous les peuples épris de liberté vous accompagnent. Votre tâche ne sera pas facile. Mais nous sommes en 1944. Le vent a tourné. Les hommes libres du monde entier marchent ensemble vers la victoire. Bonne chance. À la faveur de l'obscurité, plus de 2000 embarcations alliées font route vers les côtes françaises. Les troupes aéroportées britanniques et américaines s'apprêtent à décoller pour la France. George Alex est le soldat de seconde classe dans la 82e division aéroportée. J'étais de plus en plus nerveux. J'avais l'estomac noué. On nous avait dit que la côte française était entièrement minée, que les champs avaient été inondés pour empêcher nos planeurs de se poser. Nous ne savions pas ce qui nous attendait. Alors, nous nous attendions au pire. L'aube du 6 juin 1944, jour J. Une attaque aérienne alliée de grande envergure est lancée sur le nord de la France. Près de 200 navires bombardent une bande de 80 km du littoral normand. Bill Cutler. Cuirassés, croiseurs, destroyers, pilonnent les plages ennemies. Mon Dieu, je ne vois pas comment un être vivant pourrait résister à une dérouillée aussi monstrueuse. Le lieutenant Cyrus Edlett est à bord du Bayfield, de l'US Navy. On aurait dit 1000 feux d'artifice tirés en même temps. Le fracas des explosions était effrayant. Le navire roulait et tanguait comme s'il comprenait ce qui se passait. Les troupes américaines sont chargées de l'attaque des plages portant les noms de code de Utah Beach et Omaha Beach. Le caporal Jill Murdoch se dirige sur Omaha. Les transporteurs ont coupé les machines. Nous avons escaladé le bastingage pour rejoindre les barges de débarquement. Quelques gars avaient le mal de mer. Certains se disputaient pour des petites choses sans importance. D'autres, comme moi, se tenaient simplement debout, pensifs et tremblants. Le sergent Levers du Canadian Scottish Regiment à l'approche de Juno Beach. Les balles de mitrailleuse commencent à pleuvoir.
Les gars se tiennent la tête courbée. C'est parti. La rampe est abaissée. Le sergent Harry Barr est sur Omaha Beach. Mon opérateur radio a eu la tête arrachée à 3 mètres de moi. La plage était couverte de corps. Des hommes sans jambes, sans bras. C'était horrible. Lieutenant Alex Sudborough, commando numéro 45 des Royal Marines, sur